Allô, bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale des journalistes de RAD en ces temps de COVID-19, 4e épisode. Aujourd'hui, à l'émission, notre mode de vie est-il responsable de l'apparition du plus récent coronavirus? Comment la pandémie pourrait refaçonner l'ordre mondial à l'avantage de la Chine? Et c'est quoi vivre avec la COVID-19? On a parlé à 3 malades. Fait que là, à partir de maintenant, on le fait en direct, sans interruption. Going live. We're going live, guys. Aujourd'hui, à l'émission autour de la table virtuelle, on a Marie-Ève Maheu. Allô? Mathieu Papillon. Allô, Olivier. Maxime Corneau, journaliste à Carbone. Salut à tous. Et François Brousseau, chroniqueur international. Oui, bonjour Olivier. Et sans plus tarder, on commence avec le bilan du jour. Marie-Ève. Oui, à l'heure où on enregistre, donc 15h30 environ, au Canada, on parle de 3897 cas d'infection à la COVID-19, une augmentation de 488 cas par rapport à hier. Il y a 37 personnes qui sont mortes au pays, c'est une personne de plus qu'hier. Et la province qui a le plus de cas, c'est toujours le Québec, 1629 cas en augmentation de 290. On voit plus de cas au Québec, mais on voit aussi que le nombre de cas augmente plus vite dans la province qu'ailleurs, en fait, que la moyenne canadienne. On a l'air de moins bien s'en tirer, mais les experts nous préviennent quand même qu'il faut faire attention aux comparaisons parce que les façons de tester, donc qui on teste, le nombre de tests qu'on fait, puis aussi la manière dont les résultats sont compilés, mais c'est pas pareil d'une province à l'autre, donc ça peut influencer là, la façon dont on voit que le coronavirus, le nouveau coronavirus évolue. Et puis, il y a aussi la question qu'au Québec, la semaine de relâche était plus tôt qu'ailleurs. Donc, il y a plus de personnes qui ont voyagé et qui ont potentiellement ramené le virus à la maison. Et qui ne se sont pas mis en confinement parce que c'était pas la norme quand ils sont revenus de voyage. Ouais. Marie-Ève, depuis notre dernier épisode, mardi, qu'est-ce que les gouvernements ont annoncé de nouveau? En fait, depuis minuit, les voyageurs canadiens qui reviennent au pays doivent se mettre en quarantaine obligatoire. C'était volontaire jusqu'à présent. Puis s'ils le font pas, ils risquent d'avoir des amendes salées ou même une peine de prison. Donc ça, c'est un des gros changements. Mercredi, grosse annonce aussi d'Ottawa pour venir en aide aux travailleurs qui souffrent financièrement de la COVID-19. On offre en fait une enveloppe de 2 000 $ par mois pour un maximum de 4 mois, peu importe le statut d'emploi des travailleurs. Ce sera offert. Et aujourd'hui, il y a Justin Trudeau qui a fait une demande aux banques. Oui, de montrer de la souplesse là, par rapport aux détenteurs de cartes de crédit qui vont peut-être avoir de la difficulté à payer leur solde dans les prochains mois. Oui, il leur a demandé de réduire temporairement les taux d'intérêt sur les cartes de crédit parce que ce sont des taux qui avoisinent souvent les 20 % d'intérêt. Puis comme l'a fait remarquer Gérald de Filion, chroniqueur économique à Radio-Canada, les banques seraient tout à fait capables de le faire. Elles ont fait 50 milliards de profits l'an dernier. Merci Marie-Ève. Ça m'a fait plaisir. On s'en va maintenant dans une zone un peu plus scientifique. On va parler du virus avec un regard scientifique. Maxime Corneau, qui est un collègue de chez Carbone. Carbone, c'est un peu l'équivalent de RAD pour les sciences et l'environnement. Bonjour Maxime. Salut Olivier. Alors, il y a des scientifiques de partout sur la planète qui affirment que la relation de l'être humain avec son environnement serait en partie responsable de la propagation de plusieurs maladies comme la COVID-19. Est-ce qu'on est vraiment responsable de ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire? Bien, il y a bien du monde qui ne veulent pas l'entendre, mais il y a plusieurs éco-épidémiologistes, là, ce champ d'études qui étudie les pandémies. Bien, il y a plusieurs personnes qui commencent à le dire. Et en fait, ce qu'on explique chez les éco-épidémiologistes, c'est que l'homme va jouer un petit peu trop loin dans les environnements naturels, particulièrement dans les écosystèmes tropicaux. Donc, l'homme va jouer trop loin, exploite des ressources, va défricher, va aller chercher des minerais et va se mettre conséquemment en contact avec des nouveaux virus. Donc, souvent, on va blâmer, on l'a entendu beaucoup dans le cas de la COVID-19, on a blâmé les chauves-souris, même les pauvres pangolins, mais à quelque part, c'est pas ces animaux qui nous ont couru après pour nous donner ces virus, c'est nous qui se sont rapprochés de ces animaux-là. Et les virus et les bactéries, lorsqu'ils perdent leur habitat naturel, ben, ils n'ont pas vraiment le choix de muter, de s'adapter à l'homme qui devient un peu leur nouvelle hôte. Donc, en se rapprochant de la nature, ben, on se rapproche de ces virus, bactéries là, et ça peut nous rendre malades. Là-dessus, j'ai discuté avec un grand spécialiste, il s'appelle Jean-François Guégan, c'est un éco-épidémiologiste. Il nous explique un petit peu comment ça se passe lorsqu'on va créer des fermes tout près des mégalopoles. On a développé l'agriculture et l'élevage de porcs, de poulets,
mais aussi de canards par exemple. Et ces zones périurbaines font la jonction entre la cité où vivent les populations humaines et la diversité biologique abritée par les forêts tropicales. Et donc vous engendrez là des ponts entre l'un et l'autre, et donc vous favorisez les passages de micro-organismes à travers les systèmes d'élevage vers les populations humaines. Là, pendant qu'on t'a, Maxime, juste clarifier une chose, là, ça vient d'où ce nouveau coronavirus-là? Est-ce que ça vient vraiment des chauves-souris? Ben, je vais te décevoir, Olivier, là, parce qu'il n'y a pas de consensus. On pense que c'est probablement un virus. Les scientifiques, les experts dans le domaine pensent que c'est vraiment un virus qui vivait sur les chauves-souris, probablement qui ne rendait même pas les chauves-souris malades et qui l'a muté là, dans une chaîne alimentaire jusqu'aux humains. Mais pour l'instant, la réponse claire et limpide, c'est toujours en développement. Là. La science n'est pas unanime à ce sujet-là. Mais Maxime, ça fait des siècles, je veux dire, que les humains étendent le territoire qu'ils occupent, le territoire qu'ils exploitent. Ça doit pas être la première fois qu'ils développent une maladie de cette façon-là. Non, mais en fait, toutes les maladies, toutes les bactéries viennent du monde naturel. La lèpre, la peste, ça venait d'une bactérie qui était sur les souris, qui a ensuite été transférée par les puces à l'homme. Ebola, la grippe aviaire. Donc, il y a des exemples comme ça partout dans l'histoire. Et là, vous pourriez être tenté de dire, Maxime, on va prendre une scie mécanique, du napalm, on va aller raser les forêts, raser l'environnement parce que c'est lui qui nous rend malades. C'est pas mon premier réflexe, là, mais non, oui. Mais c'est bien le genre Oli, on va utiliser du napalm, mais non, parce qu'il y a des épidémiologistes qui ont prouvé qu'il y avait une corrélation. En même temps que la biodiversité est en train de descendre, il y a de plus en plus de cas de zoonoses, donc des maladies qui sont transférées des animaux à l'homme. Donc, à mesure que la biodiversité va descendre, il y a de plus en plus de maladies. Donc, pas de scie mécanique là-dessus. Là, on va garder l'environnement comme ça, même qu'il faudrait... On propose de protéger l'environnement, d'essayer de créer des barrières végétales, de laisser l'environnement un petit peu évoluer pour que les virus puissent encore avoir un environnement où évoluer de leur côté aussi. Ouais. Bon, ben merci Maxime. Merci. Merci pour ton regard scientifique. Peut-être qu'on fera appel à toi dans d'autres épisodes de plaisir. Distanciation sociale. Alors, on va parler brièvement de la situation aux États-Unis parce que les États-Unis sont un peu en train de devenir, en tout cas, sont sur le point, sont dans la trajectoire vers le peu enviable titre d'épicentre de la pandémie. Bon, ben ça a l'air qu'entre-temps, ils sont devenus le pays avec le plus de cas. Ils ont plus de 83 000 cas. Hier, ils ont rapporté plus de 14 000 nouveaux cas. Aucun pays n'avait rapporté autant de cas en une seule journée depuis le début de la pandémie. L'État de New York est particulièrement problématique avec la moitié des cas américains, soit 37 000 cas, un peu plus de 37 000 cas et plus de 380 morts. C'est particulièrement difficile dans la ville de New York. Et le New York Times a fait hier un reportage choc avec une médecin dans un hôpital débordé. On peut en écouter un extrait. Today is kind of getting worse and worse. We had to get a refrigerated truck to store the bodies of patients who are dying. I don't have the support that I need and even just the materials that I need physically to take care of my patients, and it's America, and we're supposed to be a first world country. Pendant ce temps-là, le président Donald Trump est déterminé à mettre fin aux mesures de distanciation sociale d'ici Pâques, soit le 12 avril, dans un peu plus de 2 semaines. En fait, il a exprimé son souhait de voir les églises remplies à l'occasion de la fête de Pâques. Easter's a very special day for me. And I see it's sort of in that timeline that I'm thinking about. Wouldn't it be great to have all of the churches full? I think it would be a beautiful time. Et pendant que les États-Unis sont empêtrés à gérer cette pandémie, la Chine pourrait bien leur ravir le titre de première puissance mondiale. En tout cas, c'est ce qu'estime notre chroniqueur international François Brousseau, avec qui j'ai discuté un petit peu plus tôt aujourd'hui. François Brousseau, bonjour. Oui, bonjour Olivier. On dit depuis des années que la Chine monte alors que les États-Unis baissent en influence, en puissance, en richesse. Et là, vous avancez que le dépassement pourrait survenir pendant la crise de la COVID-19. Pourquoi exactement? Si on prend par exemple juste l'économie à un moment, une seconde, le PIB, un indicateur parmi d'autres, on voyait déjà arriver au début des années 2020, c'était déjà prévu que la Chine, en termes de PIB absolu, non pas per capita qui est une autre histoire, mais en termes de PIB absolu, la Chine était
en train de doubler. Dans la course de Formule 1, le dépassement, ils étaient côte à côte. Et là, depuis 5-10 ans, on sait que début des années 2020, probablement la première moitié, il y aura le fameux grand dépassement où le PIB chinois est supérieur à celui des États-Unis. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est que dans cette crise-là, le dépassement, c'est pas seulement le dépassement du PIB en termes de production globale d'un pays face à l'autre pays. Dans la crise du coronavirus, Olivier, Ouais. il n'y a pas de leadership américain. C'est clair qu'il n'y a pas de leadership américain. En fait, c'est le chacun pour soi. On le voit. Les États-Unis, en fait, justement, se replient sur eux-mêmes, alors que ce qu'on voit en Chine, c'est au contraire, alors que la Chine aurait pu être plombée par ce virus-là qui est né chez elle, elle se sert de cette crise-là pour aller étendre son influence, mais apporter de l'aide aux pays européens. Là, on l'a vu débarquer en Italie et c'est comme ça qu'elle étend son influence un peu. Et ça, c'est une image absolument très forte. On voit au moment où les Allemands et aussi les Français, les deux pays en Europe, en fait, qui ont une infrastructure et une industrie pharmaceutique digne de ce nom, c'est les deux seuls en Europe, ils disent non, nous, notre production, c'est pour la nation, c'est pour notre pays, c'est pas pour les Italiens parce qu'on est occupés nous-mêmes à prévoir l'épidémie que les Italiens ont eu avant les autres, mais qu'on va avoir nous autres aussi. Donc, pas de masques fabriqués en France ou en Allemagne vers les Italiens, pas de respirateurs, on sait qu'on va en manquer nous-mêmes des respirateurs. Donc, là, vous avez la question du calendrier. La Chine l'a eu avant les autres et la Chine en est sortie. En tout cas, je crois qu'il faut prendre avec un gros grain de sel les chiffres et les informations qui viennent de Pékin. Mais mettons, prenons-les au mot. Ils ont eu leur crise. La courbe a fait ça comme ça avec une petite bosse au milieu, mais en gros, ils sont sortis comme d'ailleurs les Sud-Coréens. Ils ont complété la courbe de la première vague en espérant qu'il n'y a pas de deuxième vague de la même épidémie. Bref, comme ils ont passé le moment de crise, ils ont maintenant les moyens. Ils sont plus occupés à se sauver eux-mêmes uniquement et ils ont maintenant un surplus de masques, un surplus de respirateurs qu'ils peuvent exporter soit sur le mode de la vente, parce qu'il y a de la vente là-dedans, mais aussi, comme on a vu avec cet avion qui avait atterri au début du mois de mars, avion chinois qui arrive à Rome, plein de matériel gratuit. Un don de la Chine. Alors, c'est de la diplomatie, c'est du prestige. Regardez, les autres sont repliés sur eux-mêmes et nous, la grande Chine, on aide le reste du monde. Le coronavirus, c'était une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement chinois en matière de politique interne. Mais présentement, le gouvernement est en train de se servir de ce prétexte-là pour en faire de la propagande pro-régime. Comment exactement? Ils ont été dans le désarroi. En janvier, je crois qu'il y a eu un moment de panique à Pékin entre les dirigeants. Il y a eu peut-être, on sait qu'il y a eu même des gens qui se sont mis à dire Xi Jinping, tu fais pas bien ton travail, on va réviser ton statut. Mais ils ont décidé, et ça c'est un classique qu'on va étudier, je crois, longtemps encore, de transformer une crise, une épreuve en opportunité. Et là, ils ont d'abord vaincu la crise à l'interne. Il n'y a plus de nouveaux cas internes en Chine. Et maintenant, ils disent, que la Chine a réalisé un exploit surhumain contre le coronavirus. Vous savez qu'il y a un livre qui vient de sortir à Pékin dans lequel on raconte comment une grande puissance a vaincu l'épidémie sous la direction éclairée du grand leader Xi Jinping. Donc, par rapport à son propre peuple, ils essaient de le retourner pour dire, regardez, on a vaincu un ennemi terrible d'une façon surhumaine. 2, le monde est invité maintenant à suivre la voie chinoise. On l'a vu quand les Italiens ont commencé à faire leur bouclage de façon très, très radicale. C'était directement inspiré de ce que les Chinois avaient fait un mois plus tôt. Et maintenant, on accepte l'aide d'une superpuissance bienveillante, généreuse, désintéressée, qui envoie des conseillers, du matériel médical, etc. Comme naguère, les États-Unis le faisaient, mais ils ne le font plus maintenant parce qu'ils sont occupés par leurs propres problèmes. Et le troisième élément, je le dis en passant, dans cette ligne propagandiste, qui est à la fois à objectif interne, mais aussi
internationale, c'est de dire, par exemple, on ne l'affirme pas, mais on a contesté l'origine du fameux SARS-CoV-2, le virus, ça c'est le nom du virus, qui aurait été apporté, c'est un conditionnel, mais qui aurait été apporté par des Américains lors, vous savez, des Jeux mondiaux de Wuhan en octobre, des compétitions sportives entre soldats du monde entier, une thèse qui peut paraître assez opportuniste et mensongère, mais qui va bien avec les deux autres points. La Chine est forte, elle aide généreusement les autres, et en plus, le virus ne vient même pas de chez elle, mais peut-être des États-Unis. Alors là, on a vraiment une belle triade propagandiste parfaite, complète, qui se tient très bien et qu'on présente à la fois à l'interne pour se racheter par rapport à un peuple qui se méfie et qui a été très ébranlé, et aussi par rapport au reste du monde. Et ça marche, on le voit en Italie, on le voit en Grèce et ailleurs. François Brousseau, merci beaucoup pour cette première collaboration à Distanciation sociale. Bonne fin de journée. Un plaisir, Olivier. On se tourne maintenant vers Mathieu Papillon qu'on retrouve devant son infâme mur jaune. Infâme, wow. C'est une référence à Lingo, là, animé par Paul Hood quand on était jeune avec l'infâme boule noire. Boule noire, oui. Ben là, ton infâme mur jaune ou quoi, c'est trèfle de miel? Miel de trèfle? Miel de trèfle plus. Merci Mathieu. Alors toi, tu as parlé à des personnes qui ont la COVID-19? Oui, ça n'a pas été facile. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas à l'aise d'en parler publiquement, je peux comprendre. Là. Mais il y a 3 personnes qui ont accepté de témoigner, qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, qui ont été testées, tout. Les 3 revenaient de voyage, donc d'Inde, des États-Unis, d'Europe et d'Afrique. Donc, possiblement que c'est à l'étranger qu'ils ont attrapé la COVID-19. Les 3 ont essentiellement des symptômes semblables. Là, on parle encore de fièvre, de fatigue, de difficultés respiratoires. Mais vous allez l'entendre, c'est vraiment pas aussi intense pour tout le monde. Moi, je dis souvent aux jeunes, mon entourage, tu sais, c'est comme si j'avais passé en dessous d'un train. Mettre mon bas de pyjama, c'est tous les poils de tes jambes te font mal. Tu sais, le corps te fait mal. Là. Puis je me faisais mon café, puis j'ai fait une petite pause en me couchant sur le plancher de la cuisine. C'est vraiment très débilitant. Là. J'ai eu des petites douleurs aux poumons les derniers jours, à la tête, le goût de vomir. Là, ça s'en va comme plus dans le bas du ventre, les reins. Mais j'ai un peu de misère à respirer, mais sinon... nez bloqué un peu, mais je suis pas de fièvre, beaucoup de fatigue, par exemple. Le soir, là, à 8h30, 9h, là, je tombe fatigué solide. C'est pas tous les cas qui sont des personnes qui reviennent de voyage non plus. J'ai parlé à un père qui a une petite fille de 2 ans et demi. Elle avait une toux sèche. Ils ont passé le test pour la COVID-19. Son diagnostic a été positif, donc elle a la COVID-19. Pourtant, elle revient pas de voyage. Ils ont aucune idée de comment elle a pu attraper la COVID-19. Donc vraiment, ça montre que tous les cas sont différents puis qu'un peu tout le monde pourrait être touché par cette maladie-là, finalement. Et Mathieu, on a souvent répété depuis le début de cette pandémie que les jeunes étaient à peu près pas à risque de développer de graves complications. Or, j'aimerais apporter à ton attention le fait que sur les 578 personnes décédées en lien avec la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Royaume-Uni, il y aurait une femme de 21 ans qui était en bonne santé, selon ce que rapportent les médias locaux. Bref, le jeune âge n'est pas une immunité totale et parfaite. Non, et tout le monde doit prendre ça au sérieux, finalement. Effectivement, il faut prendre ça au sérieux, tout le monde. Merci Mathieu. Merci Marie-Ève, merci Maxime, merci aussi à François Brousseau qui n'est plus avec nous. Merci à toute l'équipe qui travaille en coulisses à rendre cette modeste émission possible. Je voulais juste vous dire que je commence sincèrement à m'ennuyer de vous, mais bon, c'est la réalité pour tout le monde. Tout le monde doit vivre dans sa maison et ne pas sortir, donc on est là-dedans tout le monde ensemble. Merci les gens à la maison de nous écouter, d'être là avec nous, de nous envoyer vos questions auxquelles on essaie de répondre soit par écrit, soit dans les émissions. N'hésitez pas non plus à partager ce contenu-ci avec un ami si vous l'avez apprécié, parce que ça pourrait briser son isolement, sa solitude. Et n'oubliez pas, en terminant, la nouvelle fonction de l'intérieur de votre coude, c'est-à-dire réceptacle à votre toux ou à vos toussotements. On lave les mains, on reste à la maison et on se laisse sur des vidéos de votre quotidien à la maison en temps de confinement. À bientôt. Aujourd'hui, j'ai fait le repassage de toutes mes chemises. B10. On pousse dans nos mains, on pousse dans nos orteils
orteils sont retroussés et on pousse les fesses vers le ciel. Ah! Pour tenir cette tablette-là, c'est une planche à repasser. Le jaune, c'est toi qui l'as choisi? Absolument, oui, tout à fait. En fait, c'est miel de trèfle. La couleur, je pense, c'est Sico. Si jamais ça t'intéresse. Ça me rappelle ce que j'avais sur mes murs quand j'étais à l'université. Il avait de cuisine en miel de trèfle. C'est mon coloc qui l'avait dessiné. C'était mon salon. Tu vois? Hein? Shit, miel de trèfle is trending, là. I know! Miel de trèfle, là. Ça traverse les époques.